Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. C'est encore un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Nous sommes mardi 11 mai 2021. Les titres de ce journal qui vous est présenté par Bob Rugulika. L'insécurité gagne du terrain. Une personne a été tuée par balle hier en province de Cibitoke. 2 sentinelles de la coopérative Agisanze nous sommes à Muyinga ont également été assassinés par des hommes armés. C'était dans la nuit de ce lundi. La culture est bonne mère, menacée par des pratiques des administratifs à la base, torture et violences sexuelles sont commises à l'endroit des femmes enceintes. Et puis bonne nouvelle pour les usagers de la RN3. Depuis hier, les travaux de réhabilitation du pont de Kiratira ont commencé. Dans quelques secondes, les détails de ce journal. Bonjour, je vous le disais dans les titres, une personne est morte et tuée par une grenade lancée par des gens non encore identifiés. L'attaque a été perpétrée la nuit dernière sur la colline Chunyu, zone Gasenyi de la commune Buganda. Nous sommes en province de Cibitoke. Selon des informations en provenance de cette colline, cette attaque viserait le père de la victime suite au conflit lié à l'extraction des minerais dans cette province. Le point avec Gloria Caneza. L'attaque à la grenade de ce lundi a eu lieu dans la localité de Rugoma, colline Chunyu, zone Gisenyi. C'est dans la commune Buganda de la province Cibitoke. Jackson Nimbona et son père ont été attaqués par des personnes non identifiées, tout près de chez eux, alors qu'ils rentraient d'un bistrot de la localité de Rugoma. Le jeune Jackson Nimbona est mort sur place. Son père est parvenu à s'échapper. Les sources sur place indiquent qu'il y a eu l'intervention des policiers, mais les auteurs de l'assassinat avaient déjà quitté les lieux. Certaines autorités locales expliquent que le père de Jackson, connu sous le nom de Shabani, serait visé par cette attaque à cause des conflits liés à l'extraction minière. Shabani serait accusé de fournir d'espionner les extracteurs des mines pour le compte du service national de renseignement de Cibitoke. Les autorités locales dénoncent également les rumeurs selon lesquelles Shabani serait accusé de sorcellerie. Selon ces autorités, les propagateurs de ces rumeurs ont l'intention de fausser les enquêtes. Pour le moment, l'un des suspects est déjà dans les mains de la police. Les proches de la victime, de leur côté, réclament des enquêtes rapides pour que justice soit rendue. Merci à toi, Gloria. Toujours parlons de sécurité. 2 sentinelles de la coopérative populaire de Gisanze, située sur la colline Muzingi, zone Gisanze, commune Gasho en province de Muyinga, ont été assassinés la nuit dernière par un groupe de personnes. Les victimes s'appellent Salvatore Ndereimana et Isaac Habiakare, surnommé Manonda. Selon nos sources à Gisanze, ce groupe de malfaiteurs a également volé des marchandises vendues à cette coopérative ainsi qu'une somme d'argent non encore connue pour le moment. 2 personnes ont été arrêtées le matin de ce mardi en possession de 150 000 francs burundais et des articles vendus dans cette coopérative. Et toujours au chapitre de la sécurité, le gouvernement devrait cesser de tromper l'opinion tant nationale qu'internationale en leur promettant des enquêtes sur des tueries, des enquêtes qui n'aboutissent jamais. C'est du moins la réaction de Léonard Nyangoma, président du parti CNDD et fondateur du mouvement rebelle FDD, actuellement devenu CNDD-FDD au pouvoir. Ce politique conseille au gouvernement de prioriser plutôt la sécurité des Burundais en plus du respect de leur liberté, seule voie de restaurer la paix dans le pays. Suivez Léonard Nyangoma. Tels crimes sont commis presque au quotidien. Un tel crime semblable à celui d'avant-hier a été commis dans la province de Mwaro. Et pourtant, le gouvernement continue à servir à l'opinion nationale et internationale que tout va bien, qu'il y a la paix dans le pays. Et en même temps, il promet la mise en place des commissions pour enquêter sur ces crimes, mais on n'en voit jamais les résultats. Le gouvernement promet, avant même de faire des enquêtes, il vous dit c'est un groupe qui est comme ça, c'est un groupe de bandits, ainsi de suite. Le gouvernement doit d'abord faire l'enquête. Après les renseignements que j'ai eus, c'est encore à vérifier. Il semblerait que ce groupe n'a fait que tuer les gens.
et que le groupe n'a pas pris des objets ou de l'argent sur ses victimes. Donc le gouvernement devrait vraiment réfléchir pour analyser les causes de ces assassinats, ces disparitions, ces enlèvements au quotidien. Mais il ne peut pas le faire seul, il doit le faire avec la population, avec les organisations politiques, avec les organisations de la société civile, avec la Commission des droits de l'homme des Nations Unies qui enquête sur les violations de l'homme au Burundi. Mais je garde toujours des doutes. Depuis des années, le gouvernement burundais dit qu'il va faire des enquêtes, ensuite attraper les fauteurs de crimes et les punir. J'en doute. Donc, de manière classique, c'est dans ses fonctions régaliennes, le gouvernement doit pouvoir protéger ses citoyens. C'est un devoir. La deuxième chose, il faut que le gouvernement crée vraiment un climat de stabilité, un climat de confiance, donc engage un dialogue vraiment avec ses citoyens, avec sa population qui est diverse. Une courte pause et nous parlons droits de l'homme. RPA. Le pouvoir du CNDD-FDD conduit le pays vers la ruine en cultivant l'impunité des actes misogynes commis par les autorités administratives. À la base, réaction de Frédéric Bamvugi-Nyumvira, ancien vice-président du Burundi, qui explique que le Burundi court un risque de déculturation. C'est après qu'une femme enceinte a été martyrisée par des Imbonerakure déployés par l'administrateur de la commune Mabayi et qu'une adolescente a été violée par le mari de sa tante qui se trouve également être un conseiller du quartier Kinyami en commune province Ngozi. Suivez plutôt Frédéric Bamvugi-Nyumvira. En réalité, c'est que sur terrain, il s'observe beaucoup d'abjections. Ce n'est pas possible que du côté de Mabayi, l'administrateur organise une activité qui n'est pas légale par ailleurs et dans ce mouvement qu'il crée, des Imbonerakure essaient de se méconduire et un Imbonerakure traque une dame qu'il essaie de violenter alors que la dame était enceinte de 5 mois. Ça, c'est un crime odieux. Et au lieu de traduire en justice le responsable de ce comportement, on essaie de le couvrir, on essaie de le protéger. Toujours dans vos informations d'hier, nous apprenons qu'en Ngozi, une fillette a été violée par quelqu'un de la famille, mais que on n'ose pas appréhender le coupable, donc les justifications de ne pas l'appréhender ne manquent pas chez eux. Mais pour uniquement ces deux cas, que cela signifie? Le CNDD-FDD est en train de cultiver de l'abjection dans notre pays. Et les conséquences de tout cela, c'est une société qui se meurt, parce que ce sont des valeurs fondamentales qui nous guident, qui sont en train d'être piétinées. Frédéric Bamvugi-Nyumvira rappelle également au gouvernement du CNDD-FDD que la gestion de la chose publique requiert des principes de respect de la loi autre que celle du maquis. Encore une fois, Frédéric Bamvugi-Nyumvira. Le CNDD-FDD n'a pas réalisé qu'il n'est pas toujours en guérilla, qu'il gère l'État organisé et que la gestion de l'État organisé a ses propres règles, y compris la dénonciation d'un crime qui se commet. Chaque jour, il y a des gens qui sont tués, mais il faut protéger les coupables. Des méchants viols de jeunes filles, non, il ne faut pas les punir, il faut les protéger. Parce qu'ils sont du CNDD-FDD, parce qu'ils sont des Imbonerakure, parce qu'ils sont des nôtres. Eh bien, un tel comportement, je le dis, je le répète, finira par faire perdre le CNDD-FDD et finira par faire perdre notre pays. Et on a toujours dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les raisons qui ont poussé le CNDD-FDD à aller en guérilla, il disait que c'était pour un objectif noble, même si au retour, on constate qu'il continue à se comporter comme les autres se comportaient naguère. C'est dommage. Demain, il peut y avoir justement d'autres qui vont se lancer dans la même trajectoire en disant voilà, nous cherchons à ce qu'il y ait changement positif. Dans le même ordre d'idées, le mouvement des femmes FIE pour la paix et la sécurité au Burundi demande au gouvernement de sanctionner toutes les personnes impliquées dans la persécution de Kwizerimana Charlotte de la commune Mabayi. Immaculée Hunja, président du mouvement, demande également aux autorités médicales en province de Cibitoke de suivre de près la santé de cette jeune femme.
Notre mouvement s'insurge encore une fois contre de telles violations des droits humains en général et celles des femmes en particulier par les administratifs à la base, en l'occurrence l'administrateur de cette commune qui a ordonné aux Imbonerakure de sévir contre des pauvres citoyens sans défense. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi rappelle que toutes ces violences continuent de se commettre au grand jour en violation flagrante des dispositions constitutionnelles et pénales du Burundi. Ici, nous citons à titre d'exemple l'article 21 qui stipule que la dignité humaine est respectée et protégée, que toute atteinte à la dignité humaine est réprimée par le code pénal. Nous citons aussi l'article 24 qui rappelle que toute personne a droit à la vie. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi demande aux différentes autorités à la base et surtout médicale de la province de Cibitoke d'agir rapidement pour sauver la vie en danger de Madame Charlotte Kwizerimana, une femme en détresse avec une grossesse de 5 mois. Notre mouvement demande aux autorités judiciaires de poursuivre les auteurs et les co-auteurs de cette violence commise contre une femme vulnérable conformément à la loi, car l'impunité tue et encourage l'oppression des citoyens sans défense. Parlons environnement à présent. La zone de Gatumba de la commune Mutimbuzi en province de Bujumbura, de plus en plus inondée par l'eau. L'un des rares quartiers qui n'était pas encore touché est à son tour envahi depuis samedi dernier. La population de ce quartier vit la peur dans le ventre et se prépare déjà à déménager sans savoir où aller. Le point avec Dani Claire Iratumba. On n'a pas dormi la nuit. On était en train de surveiller la montée des eaux. C'est la voix de détresse d'un habitat de la zone Gatumba. Il habitait le quartier Kigende, l'un des rares quartiers de la zone Gatumba qui était jusqu'ici épargné par ces inondations. Cependant, ce quartier ne l'est plus depuis samedi. Les eaux de la rivière Rusizi, mêlées aux eaux de pluie, dérangent la population qui pense déjà à dégager. Ce débordement d'eau a commencé samedi dernier. Ils ont essayé d'ériger des barrières au niveau de la Rusizi pour l'empêcher d'envahir nos maisons, mais ça n'a rien donné. Certaines maisons sont déjà envahies. Cette nuit, il a plu depuis 23h30 jusqu'au matin. Cela a aggravé la situation parce que toutes nos maisons sont envahies par les eaux de la Rusizi. Nous sommes en train de déménager, mais on n'a pas où mettre nos objets. Dans la majorité de ménages, l'on retrouve matelas et ustensiles de cuisine rassemblés dehors. Ils sont prêts à partir à tout moment, mais ils n'ont pas beaucoup de choix. Il reste trop peu d'espace libre et non encore inondé dans la zone Gatumba. Vraiment, il ne reste plus d'espace. Le peu d'espace restant, c'est à partir du poteau 16 en allant vers l'église catholique. Là-bas, il n'y a pas d'eau, mais seulement de la boue. Mais là aussi, on ne peut même pas trouver où poser le pied. L'espace est presque plein. C'est là où se trouvent concentrées toutes les familles qui ont fui les dernières inondations et même celles qui sont revenues des sites dernièrement démantelés. Elles ont alors monté des tentes dans cet endroit qui n'est pas encore envahi par l'eau. Plus ces eaux envahissent la zone Gatumba, plus les conséquences se multiplient et dans plusieurs secteurs. Les secteurs de l'éducation et de la santé sont les plus affectés. Parlons gouvernance à présent. Partialité dans la mise en application de la mesure de démolition des maisons construites à moins de 6 mètres des routes goudronnées du chef-lieu de la province de Muramvya. Les habitants de la localité appellent au strict respect de la loi sans aucune distinction. Le point avec Elvis Niomongere. C'est à partir du mois de mars que les propriétaires de construction se trouvent pas à moins de 6 mètres de la route principale RND devaient commencer à les démolir. L'administration de la province de Muramvya avait donné un délai de 2 mois pour s'y préparer. La période de démolition était de 2 mois également. Le mois de mars et le mois d'avril. Un signe de croix à rouge a été mis sur les constructions à détruire. Une mesure qui n'a pas été appliquée à tous les concernés regrette les habitants du chef-lieu de la province de Muramvya. Il donne comme cas illustratif des constructions de Gatabo en commune Kiganda. La clôture de la banque PTF se trouve pas au centre-ville Muramvya ainsi que les magasins qui entourent cette banque n'ont pas été marqués ni démolis alors qu'ils ne sont pas à la distance exigée, dénoncent les habitants de la localité. Cette population prête pour l'application de la loi sans partialité, que ce soit assez et il y a des maisons en dire, des kiosques
en bas ou en fer. La même population demande en outre aux administratifs de toujours payer au respect des lois en vigueur au Burundi, qui ne permettent plus de constructions anarchiques pour éviter à récupérer d'enregistrer des pertes plus tard. Ces 6 mètres qui doivent se séparer des constructions et l'accès de la route sont déterminés par l'article 96 du Code de l'urbanisme, de l'habitat et de construction, un code qui date du mois d'août 2016. Parlons toujours de gouvernance. Des élus à la base pointés du doigt dans les spéculations sur le sucre. Le cas illustratif est celui d'un élu de la colline Vivara en commune Karouzi de la province Karouzi. Les habitants de la colline disent lui acheter du sucre à presque 2 fois le prix officiel. Le point avec Eric Nyonzima. Diomede Mukamazina, connu sur le surnom de Petit Homme, membre du conseil communal Mutumba, est celui qui est accusé par des habitants d'Ovivara de vendre le sucre de ce saumon à un prix exorbitant. Selon ces habitants d'Ovivara, le sucre lui avait été donné vendredi dernier pour qu'il le vend au prix officiel de 2500 francs par kilo. Mais l'élu en question le vend à presque 2 fois le prix officiel. Cet habitat témoigne. Ici, sur la colline Vivara, nous avons un problème de manque de sucre. Depuis vendredi, différents commerçants ont eu le sucre pour qu'ils puissent le vendre à 2500 le kilogramme. Au marché de Vivara, c'est l'un des membres du conseil communal, au nom de Petit Homme, qui a eu ce sucre. Mais il n'a pas respecté le prix officiel. Depuis le soir de vendredi dernier, il est en train de vendre 1 kilo de sucre à 4000 francs burundais. Actuellement, ces habitants se disent désemparés. Celui qui devrait veiller au respect de leurs droits est le même qui est en train de les voler. De notre part, nous ne savons pas quoi faire. Nous ne pouvons pas acheter 1 kilo de sucre à 4000 francs burundais alors que le prix officiel est de 2500. En plus, c'est le représentant du peuple qui est en train de le faire, violant sciemment l'ordre de le distribuer à la population au prix officiel. Pour nous, il s'agit du vol. Ces habitants de la colline Vivara demandent aux autorités habilitées, surtout l'administrateur, de prendre au sérieux ce problème. Contacté à ce propos, Efrazi Ruzovabako, administrateur de la commune Mutumba, a demandé à la population de la localité de toujours signaler celui qui ne respecte pas le prix officiel et a promis de suivre de près ce cas de l'élu de Mutumba. Une courte pause et nous parlons éducation dans ce journal. RPA. Les enseignants de la commune Bouraza en province de Gitega s'insurgent contre le montant exigé pour achat des pagnes qu'ils porteront le jour de la fête de l'indépendance. La somme de 8000 francs burundais demandée à chaque enseignant dépasse le prix d'achat réel de ces pagnes, comme le témoignent ces enseignants. Le point avec Eloge Kwizera. Au 1er juillet 2021, jour de célébration de l'indépendance du Burundi, les enseignants de la commune Bouraza devront porter une tenue en pagne. Selon les informations que nous détenons de ces enseignants, chaque enseignant doit donc payer 8000 francs et aura un morceau de pagne. Toutefois, ces derniers trouvent la somme largement supérieure au prix du pagne sur le marché. Cet enseignant explique. Nous avons des inquiétudes à propos de ces pagnes, car par exemple pour notre école, on nous a fait comprendre qu'un des 3 morceaux d'un pagne va nous coûter 8000 francs chacun. À multiplier cette somme par 3, ça donne 24 000. Pourtant, pour un pagne de la frais textile, en sait côté bout, le prix total d'un pagne qui donne 3 pièces ne devrait pas aller au-delà de 15 000. Ces enseignants de Bouraza demandent la réduction de la somme car il leur faudra une autre somme pour faire coudre ce pagne. Nous nous interrogeons donc sur la finalité de cet argent, surtout que c'est nous-mêmes qui allons se charger de les faire coudre. Nous ne protestons pas contre l'achat de ces pailles, mais quand même, nous demandons que le prix soit réduit jusqu'à 6 000 en moins par pièce de paille. À propos de ces inquiétudes des enseignants de Bouraza, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables de l'éducation dans cette commune. Et puis, page société de ce journal. C'est un ouf de soulagement pour les habitants de Rumongue et les usagers de la RN3. Et pour cause, près d'une semaine après l'effondrement du pont de la rivière Kilassa, une déviation est en cours de construction depuis ce lundi pour permettre le retour normal du trafic. Cette paralysie commençait à peser sur la vie de la population. Non seulement les prix de transport et de certains denrées alimentaires avaient été revus à la hausse, mais également Salel prenait énormément de temps pour faire le trajet Bujumbura-Rumongue, car étant obligé de contourner vers Bururi.
À propos toujours de ces perturbations causées par les fortes pluies qui se sont abattues sur cette zone de Mutumba, les habitants de la place se réjouissent du retour du courant électrique. En effet, en quelques jours seulement, au moins 2 nouveau-nés ont perdu la vie faute d'oxygène. La population de la place qui fréquente le centre de santé de Mutumba demande à ce qu'il y ait un groupe électrogène pour prévenir ce genre d'incident, vu que des nourrissons qui sont en néonatologie ne peuvent pas survivre au trajet jusqu'à Bujumbura à chaque fois qu'il y aura coupure de courant. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable écoute. Merci à l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à la technique. Prochain rendez-vous de ce journal, ce sera demain à la même heure. Et d'ici là, portez-vous bien.